Nous sommes au premier jour du Montreux Comedy Festival. Vous êtes bien sur M, le podcast de multimédia.info. Bonjour Antonia de Randanger. Bonjour Yves, elle est vraiment super cette petite musique. C'est vrai, ça vous plaît? Ah ouais, mais j'adore le petit côté planant comme ça, un peu glockenspiel, tout doucement, c'est joli. C'est dans le thème de la journée parce que justement la musique ce sera partie intégrante du gala de ce soir. Il paraît. C'est pas commun ici, hein, mais justement challenge. C'est un beau challenge. Vous avez 47 ans. Voilà, donc là tout de suite on rentre dans le vif du sujet. La prochaine chose, c'est quoi? C'est que je suis alsacienne. C'est ça, que vous êtes alsacienne. Ouais. Mais Strasbourg. Oui, c'est comme ça qu'on me décrit en général. On me dit cette alsacienne de 47 ans, puis avant c'était cette alsacienne de 38 ans, cette alsacienne de 24 Donc ans. en gros, je ne suis pas moderne dans ma présentation. Non, mais c'est pas grave. Tout Mes le monde excuses. nous présente, nous femmes, avec notre âge et notre pédigré. Bon, par contre, votre pédigré, voilà. Vous êtes comédienne, humoriste, chroniqueuse, animatrice. Ici, on aime dire que vous êtes véritable couteau suisse de l'improvisation théâtrale. Je prends ça pour un compliment, ouais. Ça l'est. Mm-hmm. Vous vous dédoublez en une pléiade de personnages tous plus singuliers les uns que les autres. Vous muez sur scène en une professionnelle de la caricature dans un seul but. Sensibiliser votre public à différents thèmes de société qui vous sont chers, utiles et surtout faciles à tourner en dérision. C'est juste ? Alors c'est juste, mais je crois quand même que le premier but que j'ai en montant sur scène, c'est de faire rire les gens. Alors après, que ça soit sur des sujets de société, je pense que ça n'est pas que propre à ma manière de travailler, mais je fais pas ça dans un but sociologique, je fais vraiment ça pour m'amuser. Mais il y a une dimension consciente quand même, de choses qui touchent l'actualité. Mais je pense que c'est mon intelligence naturelle qui fait que finalement, les gens ressortent en se disant « Oh mon Dieu, nous sommes plus riches que nous n'étions en sortant. » Voilà. Vous savez, dans mon speech, j'ai écrit « Faire l'humour sur des sujets délicats, c'est votre force ». Ouais, oui. Alors après, je crois que justement, la difficulté, c'est les sujets délicats aujourd'hui. C'est parce que tout est un sujet délicat. On peut plus parler de grand-chose, en fait. Donc après, dès qu'on commence effectivement à rentrer dans la caricature, on est très vite taxé je sais pas quoi, phobe, et c'est pénible. Parce que bon, je pense que quand les gens nous connaissent et connaissent notre façon de penser, ils savent que... Vous savez, on n'est pas ici pour critiquer la France, mais en tout cas en Suisse, à Montreux, le but de ce festival, c'est de rire de tout. Donc, vous n'avez pas beaucoup de risques à prendre ici, j'ai envie de dire. Évidemment. Non, mais évidemment. Et puis de toute façon, j'ai envie de dire, j'assume tous les risques que je prends et je n'en prends pas beaucoup comparé à certains de mes confrères et consoeurs qui partent dans un humour beaucoup plus trash. Moi, j'ai quand même quelque chose d'assez soft, hein, quand même. C'est vrai. Vous n'êtes pas la plus humour noire qu'on connaisse, effectivement. Pas du tout. Vous tournez actuellement avec votre 4e one-man show, Scène de corps et d'esprit. Ouais. Déjà le 4e. C'est déjà le 4e. Et moi, je dis plutôt un seul en scène, en fait. Parce que je trouve que one-man show, one-woman show, c'est un petit côté très stand-upper. Et moi, comme je fais que des personnages, des situations, des sketchs, je me sens plus dans le seul en scène, qui est un petit peu, je dirais, la signature de gens comme Philippe Cobert, ou comme Julie Ferrier, ou comme Albert Dupontel. Voilà. Alors ça, c'est des choses auxquelles... Plus tard dans l'interview, on peut en discuter, justement. Le fait de sortir un peu de ce côté féerique, enfin justement vous apportez plus de féerie dans ce seul en scène, moins micro, tabouret, debout sur scène face à son public. Il y a quelque chose de moderne là-dedans. Alors, c'est marrant parce qu'en général on me dit plutôt il y a quelque chose de ringard là-dedans. Et ça revient à la modernité. Oui, ça revient un petit peu. Et en fait je pense qu'un peu comme je dirais quelqu'un comme Jean-Paul Gaultier qui a jamais changé de tenue et est extrêmement moderne. Moi je pars du principe que quand on garde la même coupe de cheveux, les mêmes lunettes, les mêmes vêtements pendant des années finalement on vieillit pas et c'est intemporel. Voilà, moi j'aime bien le côté un peu intemporel et ça veut pas dire que ça vieillit pas, hein, parce que je regarde des sketchs que j'ai fait il y a des années et que je trouve plus d'actualité, mais c'est mon mode d'expression. Ça me viendrait pas à l'idée d'en utiliser un autre. D'abord parce que je serais pas bonne dedans et pas à l'aise, et que moi j'ai besoin d'un masque pour monter sur scène. J'ai besoin vraiment de me transformer et d'être quelqu'un d'autre. Alors justement, en préparant cette interview, j'ai un peu regardé la critique. Et d'abord Le Monde, Sandrine Blanchard, le 13 novembre, qui écrit « Le seul reproche qu'on pourrait faire à votre nouveau one-woman show, alors seul en scène on dira, est ce petit passage où vous vous sentez obligé de justifier votre volonté de ne pas casser le 4e mur. »
Vous avez l'impression de cloisonner un peu, vous cloisonner un peu sur scène? Non, en fait, c'est très curieux parce que ça m'a interpellée cette remarque de la journaliste du Monde, parce qu'au demeurant, c'est vrai que l'article est très élogieux. Et en fait, je pense que c'est une remarque qui vient de quelqu'un qui sait ce que c'est que le quatrième mur. Et je pense que le public n'est pas forcément aguerri à ce vocabulaire. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé c'est quoi le quatrième mur suite à l'article. Ouais. Et il a fallu que j'explique que c'est un mur invisible qui est placé entre le comédien et le public pour montrer que c'est du théâtre. Et qu'en gros, moi je fais du théâtre comme Molière, comme Philippe Cobert ou comme Stéphane Plaza, et que la plupart des autres humoristes font du stand-up comme tout le monde, quoi. Et du coup, voilà, je l'explique dans le spectacle, et je pense que c'est quand même une petite précision qui peut être intéressante, qui est un peu, je vais dire, pédagogique, mais avec laquelle je m'amuse aussi, parce que c'est vrai que moi je suis toujours dans le personnage. Et de temps en temps, je sens que ça manque au public de ne pas toucher la comédienne, de ne pas savoir qui je suis vraiment. Et donc, j'ai rajouté des petites virgules de stand-up dans le spectacle. Mais il y en a 2 qui durent 30 secondes chacune, donc c'est très court. Bon, dans le panorama humoristique aujourd'hui, il y a beaucoup de stand-uppers, effectivement, de moins en moins de personnes qui se cloisonnent d'une certaine manière dans leur personnage. Ici, par contre, il y en a en tout cas une autre qui fait ça, presque comme vous. Vous avez chacun votre personnalité, je vous rassure, mais Bérengère Krief, justement, elle est un peu dans cette même veine d'essayer de jouer un personnage et ne pas raconter sa vie de manière philosophique comme le font les autres. Vous vous sentez proche d'elle ? Alors, je la connais pas du tout, en fait, Bérengère. On s'est croisés une fois ou deux et je connais pas très bien son travail, pour être tout à fait honnête. Parce que je connais pas très bien ce que font les autres d'une façon générale. Je suis tellement souvent sur la route et très peu devant mes écrans pour regarder ce genre de choses. Mais je commence un peu à me forcer à regarder ce que font les autres. À vous ouvrir. Par intérêt et puis pour pas mourir bête, quoi. Et effectivement, il y a eu un article dans Télérama qui est sorti il y a quelque temps sur le retour du sketch, le grand retour du sketch, et on était toutes les deux citées comme étant un peu les figures de proue de ce mouvement-là en ce moment sur la scène parisienne. Et je suis curieuse de voir parce que Bérengère, elle est quand même beaucoup passée par le stand-up et elle revient à ses premières amours qui sont celles du sketch. Et je n'ai pas vu son spectacle, donc je ne sais pas quelle est la différence par rapport à ce que moi je connaissais d'elle, qui était vraiment très stand-up. Et moi, je me rends compte que les gens qui reviennent au sketch, c'est très jubilatoire comme exercice. Oui. Bon, il y aura l'occasion de la voir du coup cette semaine à Montreux. Vous parliez de l'article de Télérama, c'est Rossana Di Vincenzo qui avait écrit justement le 12 novembre « Costume, scénographie ou jeu, les one-woman shows de la scène actuelle poussent à fond le curseur de la féerie où modernité rime avec liberté ». Donc c'est justement ce que vous disiez. Exactement. En 1995, vous partez apprendre l'improvisation à Montréal. Pourquoi Montréal ? Parce que c'est la mecque de l'impro, hein. Je crois que vraiment, moi j'avais commencé l'improvisation en 93. Pour les gens qui nous écoutent, tout de suite c'est non seulement le centenaire précédent, mais le millénaire dernier. J'ai commencé toute jeune à faire de l'impro et j'en faisais à Strasbourg. Et puis les équipes qui venaient de Montréal étaient tellement brillantes, tellement fortes, que j'ai voulu moi aussi à mon tour aller à Montréal. Fait que je suis partie pendant 1 an, puis j'ai travaillé là-bas je faisais mes études françaises. J'étais en études françaises, je faisais mon mémoire de maîtrise de littérature française sur Maupassant. Puis j'ai eu le goût de rentrer dans la LIM, la Ligue d'impro montréalaise. Je suis restée 1 an, c'était vraiment très formateur. Puis j'ai appris plein de choses. Je suis rentrée, j'étais vraiment devenue une bête de scène, là. Puis c'est ça, j'ai gardé ça. Vous avez appris plein de choses, dont apprendre à parler le québécois. C'est ça. Ils aiment pas ça beaucoup, là, les Québécois, qu'on les imite, mais j'ai vraiment pas du tout l'impression, d'ailleurs, c'est vraiment très caractéristique. Quand je joue un personnage, j'ai pas du tout l'impression d'imiter les gens. J'ai juste l'impression de rentrer dans leur peau puis de les vivre. Et j'ai pas du tout de condescendance vis-à-vis des gens que je joue, parce que c'est vraiment, je les aime puis ils font partie de moi. J'ai ce sentiment-là vraiment très fort, que je me moque pas. Vous avez passé 1 an à Montréal, ensuite vous êtes retourné à Strasbourg. Ouais. J'imagine que c'était nécessaire de revenir chez soi ? Ah non, j'avais envie de rester, j'avais envie de faire l'école du théâtre canadien, l'école nationale du théâtre canadien, mais j'ai pas réussi les concours. Et puis voilà, j'avais envie de rentrer, et puis j'ai été appelée très vite à faire partie d'une compagnie professionnelle. Ça ne vous a pas prétérité en quoi que ce soit ? Non. Non. Bon, vous aimez l'art en général, en tout cas, vous vous donnez une image d'une artiste complète qui s'intéresse et est capable d'apprécier toutes sortes d'art, ou toutes sortes de seuls en scène, si je peux dire. Les concerts, par exemple, vous aimez ça ?
Alors, je partage ma vie avec quelqu'un qui me fait beaucoup sortir, et heureusement, parce que sinon je pense que je resterais comme une espèce de larve devant mes plateformes et mes abonnements. Mais oui, je vais un peu au concert, je vais un peu au théâtre, je vais un peu au musée, voilà. Mais je pense que seule, je n'aurais pas cette exigence, on va dire, intellectuelle. Vous êtes d'ailleurs monté sur scène, d'après ce que j'ai vu, avec Ibrahim Malouf, à la sortie de son album Illusion en 2013. Tout à fait. En fait, je suis amie avec Ibrahim Malouf depuis plusieurs années, qui connaît bien Montreux d'ailleurs. Trompettiste de renom. Trompettiste de renom, et pas que, hein, compositeur de musique de film. Et en fait, Ibé et moi, on se connaît depuis facilement une dizaine d'années. Et en fait, il a un lien avec ma famille par adoption, on va dire. Et puis voilà, il m'a proposé à l'époque où j'étais dans On ne demande qu'à en rire de participer à la promotion de Illusion, l'album. Donc si vous avez chez vous l'album Illusion, vous pouvez regarder sur la jaquette, dans les remerciements. Il y a merci Antonia Drandinger, donc je suis tellement fière. Et voilà, il m'a fait participer à plusieurs événements, et notamment, là, il est en train de préparer un festival d'improvisation à Étampes, en banlieue parisienne, enfin dans le sud de Paris. Et je suis en charge de monter un spectacle d'improvisation théâtrale avec des comédiens, et il y aura une guest, voilà. Et je l'ai fait monter sur scène en tant que comédien, Ibrahim. Je l'ai invité à un festival que j'avais organisé à Strasbourg qui s'appelait Impro VIP Club. Et il est venu jouer et il est complètement barré. Voilà. Ça, je veux bien l'imaginer. Non, c'est un enfant en fait, Ibrahim. C'est un enfant. C'est quelqu'un qui s'amuse et qui ne voit le travail que par le prisme du plaisir. Du coup, ça en devient une inspiration. Ouais, et puis c'est quelqu'un d'assez lumineux, d'assez entier, un peu chien fou aussi, hein, de temps en temps. Il a un petit côté un peu débordant, mais j'aime beaucoup sa personnalité. Et puis, je trouve que c'est quelqu'un de très talentueux. Donc c'est chouette d'être entouré de gens talentueux et de pouvoir dire que c'est nos amis en plus. Bon, Ibrahim Malouf aurait pu être avec nous ce soir, il aurait trouvé sa place. Il aurait pas trouvé sa place. Gala Comedian Rhapsody, ça vous évoque quoi? À part Freddie Mercury. Moi, je suis une fan absolue de Queen, donc voilà, je connais par cœur Bohemian Rhapsody et pas mal d'autres chansons cultes. Puis je trouve ça très bien All the Laugh, parce que pour moi, All the Laugh, c'est non seulement le célèbre chanteur de rock de Paris, mais pour avoir passé plein de soirées avec Hall parce qu'entre nous on l'appelle Hall. Comme Ibrahim Malouf, Ibé. Voilà, Ibé, ouais, Ibé c'est voilà, Ibé et Hall. Et donc pour avoir passé pas mal de soirées avec Olivier, quand on se retrouve dans une soirée et qu'il y a un piano ou une guitare qui traîne, on sait qu'on n'a pas fini avant 5h du matin. Et une des premières fois où je l'avais rencontré, c'était au duo de l'impossible chez Jérémy Ferrari. Voilà, ouais. Où il y avait un piano dans le hall de l'hôtel, et jusqu'à 4h du matin, on a chanté des standards de Jean-Jacques Goldman, de Queen, de U2, des Beatles, avec Chantal là-dessous. On était tous, mais vraiment très sous et très heureux d'être là. Et donc, je pense que pour Olivier, c'est vraiment une chouette soirée de pouvoir aller vers cette Bohemian Rhapsody. Bon, ce soir, ça va être quelque chose d'incroyable, parce qu'il y aura un groupe de rock. Inch'Allah, j'ai envie de dire. Oui, non, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. En général, on fait confiance. Moi, j'ai une toute petite responsabilité là-dedans. Hein. Je lui fais confiance à lui, à All the Laugh. Ouais. Bon, il a invité du bon monde, un groupe de rock, un quatuor à cordes et un ensemble de 12 chanteurs et chanteuses romandes, dirigés par la chef de chœur Céline Grandjean, que nous on connaît bien. Vous avez déjà vécu ça, vous? Non, jamais. Jamais. Et je suis vraiment très 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 impatiente. Notamment tous les morceaux, on va dire tous les morceaux choraux. Là, on va être tous ensemble. Je pense que ça va être très très beau, quoi. Bon, il y a Carmen Maria Vega, Maria Dolores, du beau monde. On a l'impression de voir là le retour en force des comédies musicales, pas vous? Mais je ne sais pas si en France on peut parler vraiment de grand retour de la comédie musicale, parce qu'on n'est pas vraiment un pays qui... Vous n'êtes pas Broadway. Mais voilà, on n'est pas Broadway. Et je parle pour la France, mais je pense que je peux parler pour la francophonie, puisqu'on est en Suisse quand même, et que je ne veux pas faire du nombrilisme et du chauvinisme alors que je ne suis pas sur mes terres. Mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment dans notre culture. En revanche, tous les gens qui sont sur scène ce soir, c'est leur culture. Cécile Giraud et Yann Stotz, ils vont 3 fois par an à Londres voir des comédies musicales en intraveineuse. Ils s'en font 5, 6, 7, ils grillent leur PEL pour aller voir ce genre de spectacle. Ils ont ça vraiment chevillé au corps, sont d'extraordinaires musiciens tous les deux. Et je pense que Hall s'est fait le cadeau de s'entourer de gens dont il sait que c'est dans leur culture et dans leur ambition
de tendre vers cette perfection qu'il y a à Broadway ou à Londres, avec cette vraie culture de la comédie musicale. Bon, vous êtes à Montreux aujourd'hui, c'est une scène que vous connaissez bien, je crois que c'est depuis 2016 que vous venez, c'est juste ? C'est mon 5e Montreux. Donc du coup, vous connaissez le public suisse ? Je connais le public suisse. Vous y attendez quoi ce soir ? Alors, vous savez, souvent, on a tendance à incriminer le public quand ça marche pas, en disant c'est de la faute du public, et puis quand ça marche bien, c'est grâce à l'artiste. Moi, je pars du principe que le public, il est un peu le même partout, et que quand on joue une bonne partition, le public est heureux et il est réactif où qu'il soit. Voilà. Donc moi, je pars du principe que le public suisse sera forcément un formidable public, puisque ce sera un formidable spectacle. On dit que c'est un public connaisseur tant au Montreux Jazz Festival qu'au Montreux Comedy Festival. Ouais, donc là, on aura les deux ensemble, on aura un public qui sera certainement... J'ai connu des très bons moments à Montreux comme des moments beaucoup plus compliqués, et je pars du principe que c'est la partition qui est en jeu. Voilà, c'est tout. C'est pas le public, c'est le choix du texte, le choix du sketch, le choix du moment où on place le sketch, la façon dont le sketch est amené, et tout ça qui fait qu'on est plus ou moins bien dans ses baskets. Et puis c'est toujours pareil, quand on monte sur scène, il suffit que les 30 premières secondes soient très bien embarquées pour que tout le sketch suive. Si les 30 premières secondes on a du mal à attraper le public, on sait que le reste va être plus laborieux. On peut se rattraper, mais c'est un peu comme une piste de ski, je trouve. Quand on part pas bien, on a beau connaître par cœur le parcours, savoir que ça va être un chouille après, tout le monde va dire non, c'était super, mais non, je sais que je l'ai réussi en faisant 4 secondes de moins, si je prends bien le départ. Voilà. Bon, on vous souhaite du coup d'avoir un bon élan. Eh ben ouais, voilà, exactement. On avait demandé 15 minutes d'interview avec vous, on a un peu dépassé, donc je vais vous libérer. Merci en tout cas Antonia d'avoir été avec nous. C'était très agréable. On vous retrouve ce soir sur scène pour le gala Comédienne Rhapsody aux côtés d'Alex Vizorek, Arnaud de Samer, Carmen Maria Vega, Maria Dolores, Pascal Vincent, je ne vais pas tous les faire, tant d'autres, on les connaît parfaitement bien. Puis bien sûr, c'est présenté par le Delaf. Voilà, et je serai également présente au gala d'Élodie Pou pour la clôture. Tout à fait, je reviens. C'est vrai. Vous allez devoir me supporter. Merci beaucoup, merci à vous, merci. On peut écouter la petite musique encore ou pas ? Waouh.